À Noël, ma sœur m'a lancé un défi, disparaître quelques jours pour prouver que je ne manquerais à personne. J'ai accepté et je me suis volatilisé. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que je m'appelle Thérèse Pélissier. Et quand ma sœur m'a regardé de l'autre côté de la table du dîner de Noël pour me dire « Je te mets au défi de disparaître quelques jours, tu verras que tu ne manqueras à personne », je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas parti en claquant la porte. Je l'ai simplement regardé dans les yeux et j'ai dit « J'accepte ton défi ». La pièce est devenue silencieuse. 23 parents étaient assis autour de la grande table à manger de ma mère, celle qu'elle avait héritée de notre grand-mère, celle qui avait accueilli 3 générations de disputes et de célébrations de la famille Pélissier. Les fourchettes se sont figées. Les verres de vin se sont arrêtés à mi-chemin des lèvres. Ma mère, Hélène, a regardé mon père, Marc, avec cette expression particulière qu'elle arborait chaque fois qu'elle voulait qu'il règle quelque chose, mais sans jamais le dire à voix haute. Ma sœur Valérie était assise en face de moi avec son mari Mathieu à ses côtés. Elle avait 3 ans de plus que moi, 35 ans, et elle avait passé chacune de ces années à s'assurer que je connaisse ma place dans cette famille. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son pull en cachemire blanc immaculé, ses ongles manucurés tapotaient contre son verre de vin comme si elle venait de prononcer une plaidoirie finale dans un tribunal au lieu d'une insulte désinvolte lors d'un dîner de Noël. Je suis sérieuse, a continué Valérie, sa voix portant cette chaleur étudiée qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable tout en étant cruelle. Tu es toujours là, Thérèse. Toujours. À chaque anniversaire, chaque fête, chaque dîner du dimanche, mais penses-tu vraiment que quelqu'un remarquerait si tu arrêtais de venir? Elle a regardé autour de la table pour chercher du soutien. Je veux dire, honnêtement, qu'est-ce qui changerait? Mon cousin Damien a ri nerveusement. Ma tante Sophie a ajusté sa serviette. Mon père s'est raclé la gorge et a dit « Valérie, ça suffit ». Mais il ne l'a pas dit comme s'il le pensait. Il l'a dit comme un homme remplissant une obligation, cochant une case pour pouvoir se dire plus tard qu'il avait essayé. Ma mère n'a rien dit. Elle ne disait jamais rien quand ça comptait. J'ai regardé Valérie et j'ai vu le calcul derrière ses yeux. Elle n'était pas cruelle par accident. Elle était cruelle parce qu'elle le pouvait. Parce que pendant 32 ans, je l'avais laissé faire. J'avais avalé chaque commentaire sur ma carrière, mon appartement, mon statut relationnel, mes choix de vie. J'avais assisté à chaque dîner de famille où elle était la directrice marketing à succès, et moi la silencieuse qui travaillait de chez elle à faire quelque chose avec des ordinateurs que personne ne comprenait vraiment. J'avais accepté ma place au bord de chaque photographie, la dernière à qui l'on pose une question, la première à être ignorée. Mais quelque chose avait changé en moi cet après-midi-là. Peut-être était-ce le poids de 3 décennies qui pesait sur moi. Peut-être était-ce le fait de savoir que j'avais quelque chose dans ma poche, littéralement dans la poche de mon manteau accroché près de la porte d'entrée, dont aucun d'eux ne savait rien. Peut-être était-ce simplement la compréhension soudaine et cristalline que je n'étais plus obligé d'être ici. Valérie, ai-je dit, et ma voix était calme d'une manière qui m'a surprise moi-même. J'accepte ton défi. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'accepte, ai-je répété. Tu me mets au défi de disparaître. Très bien. Je vais disparaître quelques jours, une semaine, le temps qu'il faudra, et nous verrons qui remarquera. Ma mère a finalement parlé. C'est Noël, ai-je convenu, et ta fille vient de me dire devant toute la famille que je suis oubliable, que mon absence n'aurait aucune importance. Je la prends simplement au mot. Je me suis levé de table, ma chaise a raclé contre le parquet, et le son a été fort dans le silence soudain. J'ai marché vers le hall d'entrée, j'ai pris mon manteau au porte-manteau et j'ai glissé ma main dans la poche. L'enveloppe était toujours là, épaisse, de couleur crème, scellée à la cire. Celle qui était arrivée il y a 3 jours d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Thérèse, la voix de mon père était plus tranchante maintenant. Vous avez fini de dîner, ai-je dit. Moi, j'ai fini de m'entendre dire que je ne compte pas. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid de décembre m'a frappé le visage, vif et pur. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Valérie, plus légère maintenant, presque triomphante, tu vois, elle fait toujours ça. Elle ramène tout à elle. Elle sera de retour dans 1 heure. J'ai refermé la porte sur ces mots. J'ai descendu les marches du perron de la maison de mes parents, passé la pelouse décorée de guirlandes lumineuses, passé les voitures garées le long de la rue, et j'ai continué à marcher. Je ne me suis pas retourné.
J'ai conduit jusqu'à mon appartement en ville, un trajet de 45 minutes à travers la circulation des fêtes qui m'a donné trop de temps pour réfléchir. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Valérie avait dit ce qu'elle disait toujours, fait ce qu'elle faisait toujours. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'avais rien avalé. Quand je suis arrivé à mon appartement, je me suis assise sur mon canapé sans allumer les lumières. Le sapin de Noël dans le coin, un petit arbre que j'avais décoré moi-même, clignotait de ses lumières colorées. J'ai sorti l'enveloppe de ma poche et je l'ai tenue à deux mains. 3 jours plus tôt, je l'avais ouverte sous le choc. Maintenant, je l'ouvrais à nouveau et lisais la lettre à l'intérieur. Les mots que j'avais mémorisés mais que je n'arrivais toujours pas tout à fait à croire. Chère mademoiselle Pélissier, commençait-elle. Il est de mon devoir de vous informer que vous êtes désignée comme la principale bénéficiaire de la succession de votre grand-mère, Simone Pélissier, décédée le 15 novembre. La succession comprend, entre autres actifs, la maison familiale Pélissier évaluée à environ 1,2 million d'euros et un fonds financier distinct totalisant 3,8 millions d'euros. Veuillez contacter notre bureau dès que possible pour planifier une réunion concernant le transfert de ces actifs. Votre grand-mère a également laissé une lettre personnelle pour vous, que nous vous remettrons lors de votre visite. Je l'avais lue 10 fois depuis son arrivée. 20 fois. Ma grand-mère, qui était morte seule dans une maison de retraite il y a 6 semaines, à qui mes parents avaient rendu visite exactement 2 fois au cours de sa dernière année, et que Valérie avait qualifié de fardeau et de gouffre financier pour la famille. Ma grand-mère m'avait tout laissé. Je ne l'avais dit à personne. Pas parce que je le cachais, mais parce que je ne savais pas comment le dire. Parce que la nouvelle était trop grande, trop étrange, trop impossible. Parce que ma grand-mère et moi n'avions pas été proches depuis des années. Parce que j'avais supposé, comme tout le monde, qu'elle n'avait plus rien à laisser. Mais maintenant, assise dans mon appartement sombre le soir de Noël, avec les mots de ma sœur résonnant encore dans mes oreilles, je comprenais quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. Ma grand-mère m'avait vu. Elle les avait tous vus, et elle m'avait vu, moi. Et elle avait fait son choix. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro sur l'en-tête. C'était après les heures de bureau, le jour de Noël, mais un message enregistré m'a donné un contact d'urgence. J'ai laissé un message vocal. Ma voix était stable. Je m'appelle Thérèse Pélissier. J'ai reçu votre lettre. Je dois vous rencontrer dès que possible. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai mis dans un tiroir et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son du silence. Pas de notification, pas d'appel manqué, pas de SMS. J'ai vérifié mon téléphone par habitude, puis je me suis souvenu que je l'avais éteint. Quand je l'ai rallumé, il y avait 3 messages. Un de ma mère, ton père est très déçu de toi. Appelle-moi. Un de mon cousin Damien, et, ça va? Valérie faisait juste du Valérie. Viens pour le nouvel an. Un d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mademoiselle Pélissier, ici maître Marguerite Chevalier du cabinet Chevalier et Associés. J'ai reçu votre message. Je peux vous rencontrer demain à 10 h à notre bureau. Merci de confirmer. J'ai confirmé. Je n'ai pas répondu à ma mère ni à Damien. Je n'ai pas appelé Valérie. Je ne me suis expliqué à personne. Pour la première fois de ma vie, j'allais laisser mes actes parler d'eux-mêmes. Le cabinet d'avocats Chevalier et Associés occupait tout le 17e étage d'un immeuble dans le quartier des Affaires. Le hall était tout en verre et chrome, rempli de gens à l'air sérieux portant des porte-documents tout aussi sérieux. Je portais ma plus belle robe, une robe fourreau bleu marine achetée en solde il y a 2 ans, espérant ne pas avoir l'air aussi déplacé que je me sentais. Marguerite Chevalier était une femme dans la soixantaine avec des cheveux argentés coupés en un carré strict et des lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou. Elle m'a serré la main avec une poigne ferme et m'a indiqué une chaise en face de son bureau. Son bureau avait une vue sur la ligne d'horizon de la ville, le ciel gris de décembre pesant sur les bâtiments en contrebas. Mademoiselle Pélissier, dit-elle en s'asseyant. Merci d'être venue. Je suis désolée pour votre perte. Merci. Elle a ouvert un dossier épais sur son bureau. Votre grand-mère était une femme remarquable. J'ai travaillé avec elle pendant 20 ans. Elle était précise, intelligente, et elle avait une idée très claire de ce qu'elle voulait.
J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop quoi dire. Je ne savais même pas que ma grand-mère avait un avocat. Je ne savais pas grand-chose d'elle, en réalité. Saviez-vous que votre grand-mère a essayé de vous laisser quelque chose une fois auparavant, a demandé Marguerite. J'ai secoué la tête. Il y a 10 ans, elle a tenté de mettre en place un fonds éducatif pour vous. Elle voulait payer vos études supérieures, tout ce dont vous aviez besoin. Votre père est intervenu. Il l'a convaincu que vous n'aviez pas besoin d'argent, que vous n'étiez pas faite pour les études, et que les ressources de la famille devaient être concentrées sur Valérie, qui était déjà en école de commerce et montrait tant de promesses. Les mots sont tombés comme des pierres dans ma poitrine. Mon père avait fait ça. Mon père avait convaincu ma grand-mère de ne pas m'aider. Votre grand-mère était furieuse quand elle a découvert la vérité, a continué Marguerite. Mais à ce moment-là, il était trop tard. L'opportunité était passée. Elle m'a dit, Marc lui a pris ça. Il m'a pris ma chance de l'aider quand ça aurait le plus compté. Alors elle a attendu. Elle a planifié. Et quand elle a su qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, elle s'est assurée que rien ne pourrait plus vous être enlevé. Marguerite a glissé un document sur le bureau. Ceci est le trust. Il est irrévocable. Cela signifie que votre père ne peut pas y toucher, ne peut pas le contester, ne peut rien faire pour le changer. Votre grand-mère l'a structuré ainsi spécifiquement pour l'empêcher d'interférer. J'ai regardé le document. Les chiffres dansaient devant mes yeux. 3,8 millions d'euros. La maison de la rue des Aubépines, celle où ma grand-mère avait élevé mon père, où j'avais passé les après-midi d'été étant enfant, où Valérie avait un jour cassé un vase et m'avait accusé, et où j'avais été puni pour cela. Il y a plus, a dit Marguerite. Votre grand-mère vous a laissé une lettre. Elle m'a demandé de vous la remettre en main propre. Elle m'a tendu une enveloppe couleur crème avec mon nom écrit d'une écriture tremblante. Je l'ai ouverte avec précaution, consciente que Marguerite m'observait, consciente de mon propre cœur qui battait trop vite. Ma très chère Thérèse, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que Marguerite a fait son travail. Et que je suis parti. J'ai besoin que tu saches quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Tu as toujours été ma préférée. Pas parce que tu étais meilleure que Valérie, mais parce que tu étais plus gentille. Parce que tu t'asseyais avec moi dans le jardin quand personne d'autre ne le voulait. Parce que tu me posais des questions sur ma vie et que tu écoutais vraiment les réponses. Parce que tu étais la seule à me voir comme une personne et non comme une obligation. J'ai regardé ton père te prendre des choses. Je l'ai vu tout donner à Valérie et te laisser sans rien. J'aurais dû l'arrêter. J'étais trop faible, trop effrayé par le conflit, trop convaincu qu'il y aurait du temps plus tard. Il n'y a jamais assez de temps plus tard. Cet argent n'est pas un héritage. C'est une correction. C'est moi essayant de te rendre une partie de ce qui t'a été volé. Utilise-le comme tu en as besoin. Reprends tes études, lance une entreprise, voyage, achète une maison, ne fais rien. Cela m'est égal. Ce qui compte, c'est que tu saches que quelqu'un dans cette famille a vu ta valeur. Je l'ai vu. Je l'ai toujours vu. Ne les laisse plus te faire sentir petite. Thérèse, tu n'es pas petite. Tu ne l'as jamais été. Avec tout mon amour, grand-mère. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai mise dans mon sac à main. Mes mains tremblaient. Marguerite Chevalier me regardait avec des yeux bienveillants et ne disait rien. Il y a encore une chose, a-t-elle dit après un long moment. Votre grand-mère voulait que je vous dise quelque chose. Elle a dit, dites à Thérèse que le jardin l'attend. Savez-vous ce que cela signifie? J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Le jardin. Le jardin de ma grand-mère derrière la maison de la rue des Aubépines. Celui qu'elle avait entretenu pendant 40 ans. Celui où je m'étais assise avec elle les après-midi d'été pendant qu'elle m'apprenait les noms des plantes, les secrets du sol et la patience nécessaire pour faire pousser quelque chose de beau à partir de rien. Elle avait toujours dit que le jardin serait le mien un jour. J'avais supposé que ce n'était que des paroles, le genre de choses que les grand-mères disent aux petits-enfants qu'elles aiment mais à qui elles ne peuvent rien donner concrètement. Mais elle était sérieuse. Elle était sérieuse pour tout. Marguerite Chevalier m'a raccompagné à l'ascenseur. Les fonds seront transférés sur vos comptes dans les 30 jours. La maison est déjà à vous. Nous avons juste besoin de déposer les documents. Si vous avez des questions, appelez-moi directement.
Elle m'a tendu une carte de visite. J'ai descendu les 17 étages dans un état second. Le hall était toujours plein de gens sérieux, mais il n'avait plus d'importance. Rien de ce que ma famille ne m'avait jamais dit n'avait plus d'importance parce que ma grand-mère m'avait laissé la vérité. Et la vérité était que je n'étais pas invisible. Je n'avais jamais été invisible. Je m'étais juste tenu sous la mauvaise lumière. J'ai conduit jusqu'à chez moi à travers la ville, passant devant les décorations de Noël encore en place, les foules de clients et de touristes et les gens vaquant à leur vie ordinaire. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai ignoré. Il a vibré à nouveau. J'ai continué à conduire. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai finalement vérifié les messages. 12 d'entre eux. La plupart de ma mère, 2 de Valérie, 1 de mon père. Le dernier de ma mère disait, « Thérèse, ton père est très contrarié. Valérie est contrariée. Nous sommes tous contrariés. Tu dois nous appeler et t'excuser d'avoir gâché Noël. C'est ridicule. » J'ai lu le message 3 fois. Puis je l'ai supprimé. Je les ai tous supprimés. J'ai éteint mon téléphone et les remis dans le tiroir. Pour la première fois en 32 ans, j'allais les laisser attendre. La première semaine de ma disparition a été la plus difficile. Pas parce que ma famille me manquait, mais parce que je devais apprendre à arrêter d'attendre qu'ils remarquent mon départ. Je suis resté dans mon appartement pendant 3 jours d'affilée. J'ai commandé mes courses en ligne. J'ai répondu aux emails de mes clients, ce travail de conception web freelance qui payait mes factures et que ma famille rejetait comme n'étant pas un vrai travail. J'ai lu la lettre de ma grand-mère tant de fois que j'en ai mémorisé chaque mot. Le 4e jour, j'ai conduit jusqu'à la rue des Aubépines. La maison était une bâtisse bourgeoise peinte d'un ocre doux, avec un perron enveloppant, une tourelle à un angle et un jardin qui s'étendait sur toute l'arrière-cour. Je n'étais pas venu ici depuis 5 ans. Pas depuis que la santé de ma grand-mère avait décliné et que mes parents l'avaient placée en maison de retraite. Le jardin était en friche. Les parterres de fleurs étouffées par les mauvaises herbes. Les rosiers non taillés et sauvages. Je me suis assise sur les marches du perron arrière et je les regardais. C'était à moi maintenant. Tout ça. La maison, le jardin, les souvenirs. Je pouvais la vendre. Je pouvais y vivre. Je pouvais la brûler si je le voulais. C'était à moi. Mon téléphone était toujours éteint dans un tiroir de mon appartement. Je ne l'avais pas vérifié depuis 4 jours. Je n'avais aucune idée si quelqu'un avait remarqué que j'étais parti. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à un hôtel à l'autre bout de la ville et je me suis enregistré sous un faux nom. J'ai payé en espèces. Je me disais que j'étais paranoïaque. Je me disais que ma famille ne viendrait pas vraiment me chercher. Mais j'avais appris quelque chose de la lettre de ma grand-mère, quelque chose que je n'avais pas pleinement compris auparavant. Mon père m'avait volé. Il m'avait pris ma chance d'avoir une éducation, l'aide de ma grand-mère, mon avenir. Et il l'avait fait tranquillement, méthodiquement, sans que personne ne le sache jamais. S'il pouvait faire ça, que pouvait-il faire d'autre? J'ai appelé Marguerite Chevalier le lendemain matin. Mon père peut-il contester le trust légalement? Que dois-je faire? Restez invisible encore un peu, a-t-elle dit. Laissez-le se demander où vous êtes. Laissez-le s'épuiser à chercher. Le transfert du trust sera complet dans 3 semaines. Après cela, il ne pourra plus rien faire. J'ai raccroché et regardé par la fenêtre de l'hôtel la ville en contrebas. 3 semaines. Je pouvais tenir 3 semaines. Le 6e jour, j'ai craqué et vérifié mon téléphone. 47 appels manqués, 23 SMS, 8 messages vocaux. Le premier message vocal était de ma mère, 2 jours après Noël. Thérèse, c'est ta mère. Appelle-moi. Ton père veut te parler. Elle. Le deuxième de Valérie. Et Thérèse. Écoute, je suis désolé si je t'ai contrarié. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Mais tu es ridicule là. Rentre à la maison. Le 3e de mon père. Au 7e jour, le ton avait changé. Les messages étaient plus courts, plus tranchants. Thérèse, c'est ta mère. Est-ce que tu nous ignores? Thérèse, c'est Valérie. Tout le monde parle de toi. C'est embarrassant. Thérèse, c'est ton père. Si tu ne me rappelles pas d'ici demain,
je supposerai que tu as fait ton choix et j'agirai en conséquence. Je les ai tous supprimés. J'ai éteint le téléphone et les remis dans le tiroir. Le 9e jour, je suis retourné à la maison de la rue des Aubépines avec des gants de jardinage et un sécateur. J'ai passé l'après-midi à arracher les mauvaises herbes, à tailler les buissons envahissants, à nettoyer les feuilles mortes des parterres de fleurs. C'était un travail dur, physique, le genre qui me laissait les muscles endoloris et l'esprit vide. Au coucher du soleil, j'avais dégagé un petit coin du jardin près de la clôture du fond. Je me suis assise sur les marches du perron et j'ai regardé ce que j'avais fait, et j'ai ressenti pour la première fois depuis des années quelque chose qui ressemblait à la paix. Le 12e jour, j'ai reçu un appel de Marguerite Chevalier. Votre père a déposé une motion pour retarder le transfert du trust. Il prétend que votre grand-mère n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a signé les documents. Il a soumis une déclaration du médecin de sa maison de retraite suggérant qu'elle avait des périodes de confusion. Mon estomac s'est noué. Peut-il faire ça? Il peut essayer, mais votre grand-mère avait anticipé cela. Elle a fait faire une évaluation cognitive par un médecin indépendant 6 mois avant de signer le trust. J'ai les résultats. Elle était parfaitement lucide. Nous déposerons une réponse et le tribunal verra la vérité. Cela prendra du temps, mais il perdra. Du temps. Tout prenait du temps. J'avais du temps. Je n'avais rien d'autre que du temps. Le 15e jour, je suis retourné au jardin. J'ai dégagé une autre section, puis une autre. J'ai trouvé les vieux rosiers que ma grand-mère aimait, ceux qu'elle avait plantés quand j'étais enfant, toujours vivants sous toute cette négligence. Je les ai taillés soigneusement comme elle me l'avait appris. Je lui parlais pendant que je travaillais. Je lui parlais du trust, de la maison, du défi de Valérie et de ma disparition. Je lui disais que j'étais désolé de ne pas avoir visité plus souvent ces dernières années. Je lui disais que je comprenais maintenant pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Le 18e jour, je suis passé en voiture devant la maison de mes parents. Je ne sais pas pourquoi. Par curiosité peut-être, ou une petite partie stupide de moi qui espérait encore voir quelque chose qui me ferait me sentir moins seul. La maison semblait la même. Les lumières de Noël toujours allumées, les voitures dans l'allée, de la lumière aux fenêtres. Normal, ordinaire, une famille vacant à sa vie. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas ralenti. Je suis juste passé devant et j'ai continué. Le 21e jour, Marguerite Chevalier a appelé avec des nouvelles. Le tribunal a rejeté la motion de votre père. Le transfert du trust se déroulera comme prévu. Vous devriez avoir accès au fonds dans la semaine. Je me suis assise sur le lit de l'hôtel et j'ai laissé les mots s'imprégner. J'avais gagné non seulement le trust, mais quelque chose de plus grand. J'avais gagné le droit d'exister selon mes propres termes, sans leur permission, sans leur approbation, sans leur pitié ou leur cruauté, ni leur rejet désinvolte. Mademoiselle Pélissier? La voix de Marguerite. Êtes-vous toujours là? Je suis là, ai-je dit. Je réfléchis juste. À quoi pensez-vous? J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Je pense à la suite. J'ai emménagé dans la maison de la rue des Aubépines le 15 janvier, 3 semaines après avoir quitté le dîner de Noël. La maison était froide, poussiéreuse et sentait l'abandon, mais c'était la mienne. J'ai passé la première semaine à nettoyer, à peindre, à me l'approprier. J'ai peint la cuisine d'un vert sauge doux, la couleur préférée de ma grand-mère. J'ai accroché mes propres photographies au mur, des photos d'amis et d'endroits où j'étais allé, des choses dont ma famille ne s'était jamais souciée. J'ai transformé la chambre d'amis en bureau, mon bureau, d'où je gérerai mon activité de freelance, et peut-être plus tard quelque chose de plus. Je n'avais encore dit à personne où j'étais. Mon téléphone restait éteint dans un tiroir. Ma boîte de réception de mai se remplissait de messages que je ne lisais pas. Ma mère laissait des messages vocaux que je supprimais sans les écouter. Mon père a envoyé une lettre, formelle et froide, exigeant que je le contacte immédiatement concernant les affaires familiales. Je l'ai jeté à la poubelle. Valérie n'a pas essayé de me contacter du tout après cette première semaine. Je ne savais pas si c'était du soulagement, de la résignation ou toute autre chose. Je ne m'en souciais pas assez pour me poser la question. Le 20 janvier, je suis allé à la maison de retraite où ma grand-mère avait passé ses derniers mois. Je n'étais pas revenu ici depuis ses funérailles. Le bâtiment était beige et institutionnel, le genre d'endroit conçu pour être oubliable.
J'ai demandé à voir les dossiers, ceux que mon père avait utilisés dans sa motion. L'administratrice, une femme à l'air fatigué nommée Patricia, a hésité jusqu'à ce que je lui montre l'acte de propriété de la maison et les documents du trust. Elle parlait de vous, a dit Patricia en sortant les dossiers. Votre grand-mère, elle parlait beaucoup de vous. Chaque fois que je la voyais, elle disait, ma petite fille Thérèse va bientôt venir me rendre visite. C'est elle qui comprend le jardin. Patricia m'a tendu un dossier. Elle était fière de vous. J'ai pris le dossier et me suis assise dans la salle d'attente vide pour lire les archives. Notes du médecin, rapports infirmiers, journaux de médicaments, et là, au milieu, une simple feuille de papier que je n'attendais pas. Une lettre manuscrite de ma grand-mère, datée de 2 semaines avant sa mort, adressée à moi, mais jamais envoyée. Ma très chère Thérèse, j'écris ceci parce que je ne sais pas si je te reverrai. Les infirmières ici sont gentilles, mais ce n'est pas la famille. Ton père n'est pas venu depuis 3 mois. Valérie n'est jamais venue. Ta mère envoie des cartes pour les fêtes, celles avec des signatures imprimées. Mais toi, tu m'appelais 2 fois par semaine. Tu m'envoyais des photos de ton appartement, de ton travail, de ta vie. Tu me posais des questions et écoutais les réponses. Tu me faisais sentir que je comptais encore. Je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire en personne. Je suis désolé de ne pas m'être battu plus fort pour toi quand cela aurait fait une différence. Je suis désolé pour toutes les années où j'ai laissé ton père te prendre des choses. Mais je ne suis pas désolé de te laisser tout. C'est la seule chose dont je suis sûr. Tu le mérites. Tu mérites tellement plus que ce que cette famille t'a jamais donné. Construis quelque chose de beau, Thérèse. Plante un jardin. Fais pousser des choses. Sois heureuse. C'est tout ce que j'ai jamais voulu pour toi. Avec tout mon amour, grand-mère. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai mise dans mon sac à main à côté de la première. 2 lettres, 2 preuves que j'avais été vu, que j'avais compté. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers l'après-midi gris de janvier et je me suis assise dans le jardin de ma grand-mère, mon jardin maintenant, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas exactement. De soulagement. Du relâchement de 30 ans à retenir mon souffle, à attendre que quelqu'un remarque que j'étais là. Le lendemain matin, j'ai allumé mon téléphone pour la première fois en un mois. Les notifications ont afflué, des centaines, trop pour les compter. J'ai fait défiler sans lire, supprimant au fur et à mesure, jusqu'à ce que j'envoie une qui m'a arrêté. Un SMS de mon cousin Damien envoyé il y a 3 jours. J'ai lu le message 3 fois. Puis j'ai ri. Pas un rire joyeux, pas un rire triste. Un rire de pure incrédulité étonnée. Valérie disait aux gens que j'étais en traitement. Mes parents soutenaient l'histoire. Ils m'effaçaient en temps réel, transformant ma disparition en preuve de mon instabilité, se faisant passer pour la famille inquiète au lieu des personnes qui m'avaient fait fuir. J'ai appelé Marguerite Chevalier. Peuvent-ils faire ça? Répandre des mensonges sur moi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, a-t-elle répondu. La question est de savoir si vous voulez les arrêter. Vous pourriez les poursuivre pour diffamation. Vous pourriez envoyer une mise en demeure. Vous pourriez vous présenter à la prochaine réunion de famille et les laisser s'expliquer devant tous ceux qui ont entendu les rumeurs. J'y ai pensé. J'ai pensé à entrer dans la maison de ma mère, au milieu d'un autre dîner de famille, et à regarder leur visage lorsqu'ils réaliseraient que je n'étais pas brisé, pas en traitement, pas tout ce qu'ils avaient prétendu. Pas encore, ai-je dit. Laissez-les parler. Laissez-les construire leur histoire. Cela rendra la vérité d'autant plus satisfaisante quand elle éclatera enfin. Marguerite est restée silencieuse un instant. Votre grand-mère approuverait cette réponse. J'ai raccroché et regardé le jardin par la fenêtre. Les premiers signes du printemps commençaient à apparaître. De minuscules pousses vertes perçant le sol. De nouvelles choses qui poussaient, des choses que j'avais plantées. J'ai pensé à Valérie racontant à ses amis et collègues l'histoire de sa sœur instable. J'ai pensé à mon père, hochant la tête au récit, laissant les gens croire qu'il était la victime d'une fille qui avait perdu la tête. J'ai pensé à ma mère, silencieuse comme toujours, laissant les mensonges se répandre sans correction. Et j'ai pensé à ma grand-mère, qui avait passé des années à observer et à attendre, planifiant son coup si soigneusement que personne ne pouvait l'arrêter. J'étais sa petite fille. J'avais appris de la meilleure. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Damien.
Il a répondu à la deuxième sonnerie. Thérèse, oh mon Dieu, où es-tu? Tout le monde dit que tu es dans un hôpital quelque part. Est-ce que ça va? Je vais bien, Damien. Je vais mieux que bien. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Quoi? J'ai besoin que tu m'invites à la prochaine réunion de famille, mais ne dis à personne que je viens. Une pause. Thérèse, qu'est-ce que tu prépares? J'ai regardé le jardin, les pousses vertes perçant le sol. Je prévois de rentrer à la maison. L'invitation est arrivée 3 semaines plus tard. La fête d'anniversaire de Damien, le 15 mars, chez mes parents. La même maison que j'avais quittée il y a 3 mois. La même table à manger où Valérie m'avait mis au défi de disparaître. La même famille qui avait passé ces 3 mois à dire à tout le monde que j'étais instable, brisé, en traitement quelque part. J'ai répondu présente. Je n'ai prévenu personne d'autre que Damien. Dans les semaines précédant la fête, je me suis préparé, non pas avec colère, non pas avec des fantasmes de vengeance, mais avec la certitude froide et claire de quelqu'un qui comprenait enfin son propre pouvoir. Je suis allé faire du shopping, pas dans les magasins discount où j'achetais habituellement mes vêtements, mais dans les boutiques du centre-ville, celles où Valérie faisait ses achats. J'ai acheté une robe, bordeaux profond, élégante et sobre. J'ai acheté des chaussures qui coûtaient plus cher que mon ancien loyer mensuel. J'ai acheté un manteau, en vraie laine, qui me donnait l'air de quelqu'un qui avait sa place dans les salles de conseil plutôt que de quelqu'un qui travaillait de chez elle en jogging. Je n'ai pas fait ça pour les impressionner. Je l'ai fait parce que je le pouvais. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais de l'argent, du vrai argent, et je voulais savoir ce que ça faisait d'entrer dans une pièce sans se sentir petite. J'ai aussi préparé la vérité. J'ai imprimé des copies des documents du trust, les lettres de ma grand-mère, la décision de justice rejetant la motion de mon père. Je les ai mis dans un porte-documents en cuir, le genre que les cadres apportent aux réunions importantes. J'ai répété ce que je dirais, pas à voix haute, mais dans ma tête. Calme, stable, inébranlable. Damien m'a envoyé un SMS le matin de la fête. Tout le monde est là. Maman et papa demandent de tes nouvelles. Valérie tient la cour dans le salon. Tu devrais la voir. Elle porte une nouvelle robe. De créateur. Elle en parle depuis le début de la soirée. J'ai répondu, dis-leur que je suis en route. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents dans la voiture de ma grand-mère. Une vieille Mercedes qu'elle avait gardée dans le garage, à peine conduite, toujours immaculée. J'avais trouvé les clés dans un tiroir de la maison, avec un mot de sa main, pour Thérèse, pour quand tu auras besoin d'arriver avec style. La maison ressemblait à ce qu'elle était à Noël. Lumière flamboyante, voitures alignées le long de la rue, le bruit des rires et des conversations dérivant dans la nuit froide de mars. Je me suis garé au bout du pâté de maison et je me suis assise un instant pour me ressaisir. Mon téléphone a vibré. Damien encore. Il commence à se demander si tu viens. Valérie vient de dire à voix haute qu'elle parie que tu as trop peur pour montrer ton visage. Maman l'a fait taire mais pas très fort. J'ai souri. Je suis sorti de la voiture, j'ai lissé ma robe et j'ai marché vers la porte d'entrée. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas sonné. J'ai juste ouvert la porte et je suis entré. La première personne à me voir fut ma tante Sophie, debout dans le couloir avec un verre de vin. Son visage est passé par une série d'expressions, confusion, reconnaissance, choc, en environ 2 secondes. Thérèse, a-t-elle dit, et sa voix est sortie étrange, trop aiguë. Tu es là. Je suis là, ai-je dit. Je suis passé devant elle pour entrer dans le salon. 23 visages se sont tournés vers moi. Les mêmes 23 visages de Noël, plus quelques extras, des amis de mes parents, des voisins, des gens que je connaissais depuis toujours. Ils me fixaient comme si j'étais un fantôme. Ma mère a été la première à parler. Elle se tenait près de la cheminée et son visage était devenu pâle. Thérèse, nous ne savions pas que tu venais. Je sais, ai-je dit. Mon père s'est avancé. Il semblait plus vieux que dans mes souvenirs, plus fatigué, mais ses yeux étaient les mêmes, froids et évaluateurs, calculant comment gérer cette variable inattendue. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Thérèse. Nous pouvons parler en privé demain. Non, ai-je dit. Nous allons parler maintenant, ici, devant tout le monde. Valérie est apparue de la foule.
Elle portait une robe rouge, de créateur, tout comme Damien l'avait dit. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage impeccable. Mais ses yeux n'étaient pas parfaits. Ils étaient écarquillés, incertains, parcourant la pièce comme s'ils cherchaient une issue de secours. « Thérèse » a-t-elle dit, et sa voix avait la même chaleur étudiée qu'elle utilisait toujours. Je l'ai regardée. Ma sœur, qui m'avait mise au défi de disparaître, qui avait dit à tout le monde que j'étais en traitement, qui avait passé toute sa vie à s'assurer que je connaisse ma place. J'ai été exactement là où je voulais être, ai-je dit. Et je vais mieux que bien. Je suis enfin exactement là où je suis censé être. Mon père a réessayé. Thérèse, s'il te plaît, allons dans le bureau discuter de ça. En privé. Non, ai-je redit. J'ai ouvert le porte-documents en cuir et j'ai sorti les documents. Tout le monde ici devrait entendre ça. Tout le monde ici devrait connaître la vérité. Le visage de Valérie s'est crispé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai tenu le premier document bien haut. Ceci est une copie du trust de ma grand-mère. Celui qu'elle a signé il y a 18 mois, alors qu'elle était parfaitement lucide et en pleine possession de ses moyens. Celui qui me désigne comme seul bénéficiaire. Des murmures ont parcouru la pièce. Ma mère a pressé une main sur sa poitrine. Le visage de mon père est devenu rouge. C'est un mensonge, a dit Valérie, mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Ce n'est pas un mensonge, ai-je dit. Et voici l'évaluation cognitive d'un médecin indépendant réalisée la même semaine confirmant que ma grand-mère était saine d'esprit. Et voici la décision de justice d'il y a 2 semaines rejetant la motion de mon père pour contester le trust. J'ai tenu chaque document en le nommant, laissant tout le monde voir. La pièce était absolument silencieuse. Ta grand-mère était confuse à la fin, a dit mon père, mais sa voix manquait de conviction. Tout le monde sait que le personnel de la maison de retraite l'a dit. Le personnel de la maison de retraite n'a rien dit de tel, j'ai dit, j'ai leur dossier aussi. J'ai tout. Valérie s'est avancée, son calme se fissurant. Et alors? Alors grand-mère t'a laissé un peu d'argent? Tant mieux pour toi. C'est pour ça que tu as disparu? Pour jouer à des jeux avec nous? J'ai disparu parce que tu m'as mise au défi de le faire, ai-je dit. Tu as dit que je ne manquerais à personne. Tu avais tort. Je me suis tourné pour faire face à la pièce. Tous les 23 témoins regardant ce drame familial se dérouler en temps réel. Parce qu'elle a vu ce que cette famille m'a fait. Elle a vu le favoritisme, la négligence, la cruauté ordinaire, et elle a décidé de corriger cela. Ma mère pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Mon père restait figé, ses mains serrées sur les côtés. Valérie avait l'air de vouloir disparaître, s'enfoncer dans le sol et ne jamais remonter. Mais voilà la chose, ai-je continué. Je ne suis pas venu ici pour punir qui que ce soit. Je suis venu ici pour vous dire la vérité. Je ne suis pas en traitement. Je ne suis pas instable. Je ne suis rien de ce que vous avez dit que j'étais. Je suis la personne que ma grand-mère a toujours vue. La personne en qui elle croyait. La personne à qui elle a tout laissé parce qu'elle savait que je ne le gâcherais pas. J'ai regardé Valérie. Tu m'as mise au défi de disparaître. Tu voulais prouver que je ne comptais pas. Mais tu avais tort. Je comptais pour elle. Et maintenant, grâce à elle, je compte pour moi-même. C'est quelque chose que tu ne comprendras jamais. J'ai rassemblé les documents et les ai remis dans le porte-documents. La pièce était encore silencieuse, toujours figée, toujours en train de traiter l'information. Je ne vais couper les ponts avec personne, ai-je dit, mais je ne vais plus faire semblant non plus. À partir de maintenant, les choses sont différentes. Vous me traiterez avec respect ou vous ne me verrez plus du tout. Le choix vous appartient. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère, petite et brisée. Thérèse, attends. Je n'ai pas attendu. J'ai continué à marcher. Je suis sorti par la porte d'entrée, j'ai descendu les marches, passé les voitures alignées le long de la rue, et je suis retourné à la Mercedes de ma grand-mère. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans regarder en arrière. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais le bout du pâté de maison. Un SMS de Damien. J'ai souri et continué à conduire. Le jardin m'attendait. Mon jardin, ma maison, ma vie,
et pour la première fois en 32 ans, c'était exactement là où je voulais être. Les semaines qui ont suivi l'anniversaire de Damien ont été plus calmes que je ne l'espérais. Pas de confrontation dramatique, pas d'excuses larmoyantes, pas de tentatives désespérées pour me reconquérir. Juste le silence, lourd et en attente, comme l'air avant un orage. J'ai passé mes journées au jardin. Le printemps était maintenant bien réveillé, et les plantes que ma grand-mère avait entretenues pendant des décennies répondaient à la chaleur, à la pluie et à l'attention soudaine. Les roses ont fleuri en premier, rouge profond et rose pâle, la même variété qu'elle avait plantée quand j'étais enfant. Les pivoines ont suivi, énormes et parfumés, leurs pétales si délicats qu'ils semblaient pouvoir se dissoudre dans la rosée du matin. J'ai embauché une entreprise de paysagisme pour aider avec les plus gros projets, les haies envahissantes, la fontaine cassée et le chemin qui s'était fissuré et affaissé au fil des années de négligence. Mais les parterres de fleurs, ceux-là, je les entretenais moi-même. Je voulais avoir les mains dans la terre. Je voulais me sentir connecté à elle, au travail qu'elle avait accompli, à la vie qu'elle avait construite ici. L'argent du trust reposait sur mon compte bancaire, un chiffre si grand que je pouvais à peine le comprendre. J'ai remboursé mes prêts étudiants, ceux que je portais depuis 10 ans, ceux dont mon père n'avait jamais eu connaissance parce qu'il n'avait jamais demandé. J'ai mis de l'argent de côté pour les impôts, pour l'entretien de la maison, pour les urgences. J'ai investi le reste de manière prudente comme me l'avait conseillé Marguerite Chevalier. Je n'allais pas gaspiller ça. Je n'allais pas leur donner raison. Mon travail de freelance continuait, mais je prenais moins de clients maintenant, seulement les projets qui m'intéressaient. J'ai redessiné un site web pour une association locale, construit une boutique en ligne pour une petite boulangerie, créé un portfolio pour un photographe dont j'admirais le travail. Cela ne ressemblait plus à du travail. Cela ressemblait à un choix. Ma mère a appelé 2 fois. J'ai laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale. Le premier message était court, maladroit. Thérèse, c'est ta mère. J'espère que tu vas bien. Appelle-moi si tu veux parler. Le second était plus long, plus émotif. Thérèse, je sais que je n'ai pas été la mère que tu méritais. Je sais que j'ai laissé faire des choses que je n'aurais pas dû laisser faire. Je ne demande pas le pardon. Je demande juste une chance de m'expliquer. S'il te plaît, appelle-moi. Je n'ai pas appelé. Pas parce que je la punissais, mais parce que je ne savais pas quoi dire. 30 ans de silence ne pouvaient pas être défaits en un seul appel téléphonique. Valérie n'a pas appelé du tout. J'ai entendu par Damien qu'elle avait complètement cessé de parler de moi, qu'elle disait aux gens qu'elle ne voulait pas discuter de drames familiaux, qu'elle se concentrait sur sa carrière et son mariage. Je ne savais pas si c'était de la honte, de la stratégie ou toute autre chose. Je ne me souciais pas assez pour m'interroger. Mon père a envoyé une lettre, formelle, tapée sur le papier en tête de son bureau. Elle est arrivée dans une enveloppe épaisse avec une adresse de retour que je reconnaissais de mon enfance, des années où j'espérais encore son approbation. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai mise dans le tiroir avec les lettres de ma grand-mère. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La lettre n'était pas une excuse. C'était une négociation, une tentative de réinitialiser les termes de notre relation sans reconnaître ce qu'il avait fait. Il était toujours le même homme qu'il avait toujours été. Il me voulait juste de retour à ses conditions. Je ne revenais pas. En avril, j'ai embauché un entrepreneur pour rénover la cuisine. Ma grand-mère l'avait mise à jour dans les années 1980, et ça se voyait. J'ai choisi des armoires en bois chaud, des comptoirs en marbre, un grand évier de ferme où je pourrais laver la terre de mes mains après le jardinage. J'ai travaillé avec le designer moi-même, prenant des décisions, signant des chèques, regardant ma vision devenir réalité. Les ouvriers arrivaient tous les matins à 8 heures. Je leur faisais du café, leur apportais le déjeuner de la boulangerie en bas de la rue. Ils m'appelaient Mademoiselle Pélissier, puis Thérèse, puis patronne. À la fin du projet, nous étions amis. Ils m'ont montré comment réparer des choses moi-même, comment reboucher des cloisons sèches, remplacer un robinet et mettre à niveau un placard. J'ai appris que j'étais capable de plus que je ne l'avais jamais su. En mai, j'ai planté des légumes, des tomates, des poivrons et des courgettes, des rangées d'entre eux dans le coin ensoleillé du jardin où ma grand-mère avait autrefois fait pousser les mêmes choses. J'ai construit une petite clôture pour éloigner les lapins. J'ai installé un système d'irrigation goutte à goutte pour ne pas avoir à penser à arroser tous les jours.
Je l'ai vérifié de manière obsessionnelle, guettant les premiers petits fruits, les premiers signes de vie. En juin, ma mère s'est présentée à la porte d'entrée. Je l'ai vue par la fenêtre, debout sur le perron, les mains jointes devant elle, portant une robe que je reconnaissais d'il y a 10 ans. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, plus vieille, plus fragile. La lumière du perron attrapait le gris de ses cheveux et les rides d'inquiétude autour de ses yeux. J'ai ouvert la porte. Maman. Thérèse. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Peut-on parler, s'il te plaît? Je me suis écarté et je l'ai laissée entrer. Elle a traversé le salon lentement, regardant tout. Les photographies au mur, les livres sur les étagères, les fleurs que j'avais arrangées sur la table basse. Tu as rendu cet endroit magnifique, a-t-elle dit. Il lui ressemble, il ressemble à grand-mère. Je sais, ai-je dit. C'était le but. Nous nous sommes assises dans la cuisine à la table où je prenais mes repas seul. J'ai fait du thé, le même genre que ma grand-mère buvait, et j'ai posé une tasse devant ma mère. Elle a enveloppé ses mains autour et a fixé la vapeur qui montait. Je ne sais pas par où commencer, a-t-elle dit. Commence par le début. Elle a hoché la tête lentement. J'ai bu mon thé et attendu. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'être choisi par Marc signifiait renoncer à tout le reste. Mes opinions, mes amis, mon sens de moi-même. Il ne l'exigeait pas ouvertement. Il faisait juste comprendre encore et encore que la seule façon d'être en sécurité dans notre mariage était d'être d'accord avec lui. Alors je l'ai fait. J'étais d'accord avec lui sur tout. Sur Valérie, sur toi, sur la façon de vous élever, ce qu'il fallait valoriser, qui comptait. Sa voix s'est brisée. Je savais que c'était mal. Je savais qu'il était injuste envers toi. Mais j'avais tellement peur de le perdre, de perdre la vie que j'avais construite, que je suis restée silencieuse. Chaque fois qu'il louait Valérie et t'ignorait, je me disais que ce n'était pas si grave. Chaque fois qu'elle obtenait quelque chose que tu méritais, je me disais que tu irais bien. Tu étais forte. Tu n'avais pas besoin de moi comme elle. Ce n'était pas vrai, ai-je dit. Je sais. Elle a essuyé ses yeux du revers de la main. Je sais que ce n'était pas vrai. Tu avais plus besoin de moi. Tu avais besoin de quelqu'un pour te défendre, pour te dire que tu comptais, pour se battre pour toi comme j'aurais dû me battre. Et je ne l'ai pas fait. Je t'ai laissé tomber, Thérèse. J'ai porté cet échec chaque jour pendant 30 ans. Nous sommes restés assises en silence pendant un long moment. L'horloge au mur faisait tic-tac. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, un oiseau chantait dans le jardin. « Pourquoi es-tu ici, maman ?» Elle m'a regardé avec des yeux humides. « Parce que je ne veux pas mourir sans avoir essayé. Parce que ta grand-mère m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut. Parce que je suis enfin prête à te choisir. » J'ai posé mon thé. Me choisir signifie choisir la vérité. Cela signifie admettre ce que tu m'as fait et ce que tu as laissé faire, à quiconque le demande. Cela signifie tenir tête à papa même quand c'est difficile. Cela signifie être présente de manière cohérente, fiable pour le reste de nos vies. Peux-tu faire ça? Elle a hoché la tête. Je peux essayer. Essayer ne suffit plus. J'ai besoin de certitude. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe. J'ai demandé le divorce ce matin. Je l'ai fixé. Quoi? Ton père ne le sait pas encore. Je le lui dis aujourd'hui après être parti d'ici. Je prévois cela depuis des mois. Depuis la fête, depuis que je t'ai vu franchir cette porte, j'ai réalisé que je l'avais choisi lui pendant 35 ans. Et je n'avais rien à montrer pour cela, sauf une fille qui ne me faisait pas confiance. Elle a poussé l'enveloppe à travers la table. Je te choisis maintenant. J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'ai regardé l'enveloppe, puis le visage de ma mère. Elle était terrifiée. Je pouvais le voir dans le tremblement de ses mains, la tension autour de sa bouche, la façon dont elle se tenait comme si elle se préparait à un impact. Mais elle était là. Elle était venue. Il n'est pas trop tard, ai-je dit. Mais cela va prendre du temps. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. J'ai du temps. J'ai le reste de ma vie. Nous nous sommes assises ensemble dans la cuisine alors que la lumière de l'après-midi s'estompait.
Deux femmes apprenant à être mère et fille pour la première fois. Ce n'était pas facile. C'était maladroit, douloureux et plein de silence qui s'étirait trop longtemps. Mais c'était un début. Et un début était plus que ce que j'avais jamais eu auparavant. La nouvelle du divorce de mes parents s'est répandue dans la famille comme une traînée de poudre. Damien m'a appelé le lendemain de la visite de ma mère. Sa voix était un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « Tu savais ?» a-t-il demandé. « Savais-tu qu'elle allait le faire ?» Je savais qu'elle y pensait, ai-je dit. Je ne savais pas qu'elle avait déjà déposé la demande. Ton père perd la tête. Il a appelé tout le monde pour se plaindre, blâmant ta mère, te blâmant toi, blâmant le fantôme de grand-mère. Valérie ne parle à personne. Mathieu m'a dit qu'elle n'avait pas quitté la maison depuis 3 jours. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je n'ai pas ressenti grand-chose à part un étrange soulagement distant. Ma mère avait fait son choix. Ce qui se passait ensuite était entre elle et l'homme avec qui elle avait passé 35 ans mariée. Le divorce a été prononcé en août. Rapide selon les normes juridiques parce que mon père ne l'a pas contesté. Je pense qu'il était trop abasourdi pour se battre. Il avait passé toute sa vie certain qu'il avait le contrôle, que tout le monde autour de lui finirait par rentrer dans le rang. Le départ de ma mère était une violation de l'ordre naturel. Il ne savait pas comment réagir. Il a emménagé dans un appartement en copropriété à l'autre bout de la ville, plus petit que la maison, plus calme. Il m'appelait une fois par semaine après que le divorce fut définitif. Je laissais aller sur la messagerie vocale. Son message était court, haché, la voix d'un homme qui ne savait pas s'excuser mais essayait quand même. « Thérèse, c'est ton père. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous. J'aimerais parler si tu es disposé. Fais-moi savoir. » Je n'ai pas rappelé. Ma mère venait au jardin tous les dimanches. Nous travaillions ensemble pendant quelques heures, désherbant, taillant et plantant, puis nous nous asseyions sur le perron pour boire du thé et parler de petites choses au début, le temps, les plantes, les voisins. Puis de choses plus importantes, son enfance, son mariage, ses regrets. Elle m'a raconté le jour où ma grand-mère avait essayé de créer le fonds d'éducation. Comment mon père avait ragé contre cela, le qualifiant de gaspillage d'argent, insistant sur le fait que Valérie était celle qui avait du potentiel, que je ne l'utiliserais jamais correctement. Comment elle était restée là sans rien dire, le regardant détruire ma chance d'avoir une vie différente. Je pense à ce jour tout le temps, a-t-elle dit. Si j'avais parlé, si je lui avais dit qu'il avait tort, tout aurait pu être différent. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être qu'il aurait trouvé un autre moyen de le prendre. Grand-mère le pensait. C'est pourquoi elle a mis en place le trust comme elle l'a fait. Irrévocable, intouchable. Elle savait qu'il essaierait à nouveau. Ma mère a hoché la tête lentement. Elle était plus intelligente que nous tous. Elle a vu ce qui arrivait et elle s'y est préparée. J'aimerais avoir appris d'elle plus tôt. En septembre, je me suis inscrite à un programme de conception paysagère à temps partiel à l'université locale. Ce n'était pas un diplôme dont j'avais besoin, pas pour l'argent ou le statut ou quoi que ce soit que ma famille comprendrait. C'était quelque chose que je voulais, quelque chose pour moi. J'ai étudié la biologie végétale, la science des sols et les principes de conception. J'ai appris à créer des jardins qui n'étaient pas seulement beaux, mais durables, écologiquement sains, faits pour durer. Mon instructrice, une femme nommée Patricia, qui concevait des jardins depuis 40 ans, s'est intéressée à mon travail. Elle a visité le jardin de la rue des Aubépines et l'a parcouru lentement, touchant les feuilles des plantes, examinant le sol, hochant la tête pour elle-même. « Vous avez un don », a-t-elle dit. Cet espace se sent aimé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner. C'était celui de ma grand-mère, ai-je dit. Je continue juste ce qu'elle a commencé. Bien. C'est exactement ce dont un jardin a besoin, quelqu'un pour continuer ce qui a été commencé. Elle m'a regardé avec des yeux perçants et connaisseurs. Vous devriez penser à faire cela professionnellement. Pas la conception web freelance. Ça. Vous êtes doué pour ça. L'idée est restée avec moi longtemps après son départ. Une entreprise de conception paysagère. Ma propre entreprise faisant un travail que j'aimais dans des espaces que je comprenais. C'était terrifiant, excitant et complètement, totalement à moi. En octobre, Valérie s'est présentée à la maison.
J'étais dans le jardin quand j'ai entendu une portière de voiture claquer, puis des pas sur le chemin. J'ai levé les yeux et elle était là, ma sœur, debout au bord des parterres de fleurs en jean de créateur et pull crème, semblant complètement déplacée parmi la terre et les plantes. Thérèse, sa voix était prudente, contrôlée. Peut-on parler? Je me suis levé lentement, essuyant mes mains sur mon tablier de jardinage. Qu'est-ce que tu veux, Valérie? Elle a hésité. Je n'avais jamais vu ma sœur hésiter auparavant. Elle savait toujours exactement quoi dire, exactement comment jouer n'importe quelle situation. Mais ici, dans mon jardin, elle avait l'air perdue. Je veux m'excuser, a-t-elle dit. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, étranges et inattendus. Pourquoi exactement? Pour tout. Elle a fait un pas de plus. Pour la façon dont je t'ai traité en grandissant. Pour Noël, pour t'avoir mis au défi de partir, pour avoir dit à tout le monde que tu étais en traitement, pour avoir été l'enfant prodige et l'avoir utilisé pour te faire sentir petite, pour tout ça. J'ai attendu. Il devait y avoir plus. Il y avait toujours plus avec Valérie. Elle a pris une inspiration. Je ne suis pas venu ici parce que je veux quelque chose de toi. Je suis venu parce que j'ai passé les 6 derniers mois à regarder ma vie s'effondrer et je comprends enfin pourquoi papa est seul. Maman l'a quitté. Mathieu et moi nous parlons à peine. Mes amis me regardent différemment maintenant, comme s'ils attendaient que je fasse quelque chose de cruel. Et j'ai réalisé, finalement, que j'ai construit ça. Je l'ai construit sur le fait d'être meilleur que toi, d'avoir plus que toi. Sur le fait de m'assurer que tout le monde savait que j'étais celle qui réussissait et toi l'échec. Mais tu n'es pas l'échec. C'est moi. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je l'ai fixé. Cette femme qui avait été mon antagoniste pendant 3 décennies et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Vulnérabilité, honnêteté, peur. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle dit. Je ne le mérite même pas. Mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait et je suis désolé. Nous sommes restés dans le jardin alors que le soleil d'octobre filtrait à travers les feuilles. Les roses avaient fini de fleurir, les pivoines étaient brunes et cassantes, mais le jardin était toujours beau à sa manière. Se préparant pour l'hiver, se reposant pour le printemps. Je ne vais pas prétendre que tout va bien, ai-je dit finalement. Ce n'est pas le cas. Tu m'as blessé pendant 30 ans. Cela ne disparaît pas parce que tu as eu une prise de conscience. Je sais. Mais je suis prête à essayer. Lentement, prudemment, avec des limites que tu respecteras, ou je m'en irai sans regarder en arrière. Valérie a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je peux faire ça. Je vais faire ça. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas fait de promesses. Nous sommes juste restés là, 2 sœurs dans un jardin, apprenant à être une famille pour la première fois. L'hiver a été calme, paisible. Je l'ai passé à l'intérieur, à lire des livres de design, à dessiner des plans de jardin et à boire du thé avec ma mère le dimanche après-midi. Elle venait chaque semaine sans faute. Et lentement, douloureusement, nous avons construit quelque chose de nouveau. Valérie est venue 2 fois. La première visite était maladroite, pleine de silence et de mots prudents. La seconde était légèrement plus facile. Nous avons parlé de petites choses, de choses neutres, du temps, de son travail et des livres que je lisais. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore, mais c'était un début. Mon père n'est pas venu du tout. Il a envoyé une carte de Noël, formelle et distante, avec un mot manuscrit à l'intérieur. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Avec amour, papa. Je l'ai mise dans le tiroir avec les autres lettres et je n'ai pas répondu. En janvier, j'ai officiellement lancé mon entreprise de conception paysagère. Je l'ai appelée les Jardins des Aubépines. D'après la rue où se trouvait la maison de ma grand-mère, d'après l'endroit où je m'étais enfin trouvé. Patricia m'a écrit une lettre de recommandation. Damien a conçu mon site web pro bono parce qu'il disait qu'il croyait en moi. Ma mère est venue à la petite fête de lancement que j'ai organisée à la maison et a pleuré quand elle a vu mon nom sur la porte. L'entreprise a grandi lentement au début, puis plus vite. Le mot s'est répandu sur la femme qui pouvait transformer n'importe quel espace en quelque chose de beau, qui comprenait les plantes comme d'autres comprenaient les gens, qui traitait chaque jardin comme s'il comptait. Au printemps, j'avais plus de clients que je ne pouvais en gérer.
J'ai embauché une assistante, une jeune femme nommée Manon, qui venait de terminer ses études de paysagisme et avait le même regard affamé dont je me souvenais de moi-même, le regard de quelqu'un désespéré de faire ses preuves. Nous travaillions ensemble dans le jardin les après-midi chauds, plantant, taillant et planifiant. Manon posait constamment des questions sur la composition du sol, l'exposition au soleil et les plantes qui prospèrent ensemble. Je répondais à tout, me souvenant de la voix de ma grand-mère dans ma tête. La façon dont elle m'avait appris les mêmes choses il y a des décennies. Elle devait être incroyable, a dit Manon un jour en regardant le jardin. Votre grand-mère? Elle l'était, ai-je dit. Elle m'a tout appris. Pas seulement sur les plantes. Manon a fait un geste vers la maison, vers la vie que j'avais construite. Sur ça, sur le fait d'être patiente, de planifier à l'avance et de faire confiance au fait que le travail finirait par payer. J'ai pensé aux lettres de ma grand-mère cachées dans mon tiroir, lu tant de fois que j'en avais mémorisé chaque mot. Elle avait planifié pendant des années, attendu pendant des années, fait confiance au fait que je serais prête le moment venu. Elle avait cru en moi avant que je ne croie en moi-même. Elle m'a appris ça aussi, ai-je dit. En mars, un an après la fête d'anniversaire de Damien, j'ai reçu une invitation par courrier. Papier crème épais, calligraphie élégante, adresse de retour que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouverte avec précaution, m'attendant à un mariage ou une collecte de fonds ou autre chose que je déclinerais probablement. C'était de mon père. Thérèse, disait le mot manuscrit à l'intérieur, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais j'aimerais te voir si tu es disposé. J'ai des choses que je dois dire, des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. S'il te plaît, envisage de me rencontrer au jardin de la maison des Aubépines à l'heure de ton choix. J'attendrai ta réponse. J'ai fixé la lettre pendant un long moment. Mon père demandant la permission. Mon père proposant de venir sur mon territoire, mon jardin, à mes conditions. C'était une si petite chose, un geste de respect si basique, et pourtant c'était la première fois en 33 ans qu'il le faisait. J'ai appelé ma mère. Papa veut me rencontrer. Elle est restée silencieuse un instant. Que as-tu dit? Je n'ai encore rien dit. Je voulais y réfléchir. Pense à ce dont tu as besoin, Thérèse. Pas à ce dont il a besoin, ni ce dont quelqu'un d'autre a besoin. De quoi as-tu besoin, toi? J'y ai réfléchi pendant 3 jours. J'ai marché dans le jardin à l'aube et au crépuscule, regardant la lumière changer, regardant les plantes pousser, regardant la vie que j'avais construite s'épanouir dans l'espace que ma grand-mère m'avait laissé. J'ai relu ces lettres, les 2 qui avaient tout changé. J'ai pensé à la fille que j'avais été. Celle qui s'asseyait au bord de chaque photo. Celle qui avalait chaque insulte. Celle qui croyait qu'elle était invisible. Cette fille était partie maintenant. À sa place se trouvait quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Quelqu'un qui avait construit quelque chose de beau à partir de rien. Quelqu'un qui n'avait besoin de l'approbation de personne pour exister. J'ai répondu à mon père. 3 phrases. Il est arrivé exactement à 10 heures, remontant le chemin que j'avais posé moi-même, passant par le portail que j'avais réparé, entrant dans le jardin que j'avais restauré. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, plus petit d'une certaine manière, diminué par l'année de solitude et de conséquences. Son costume était le même, cher et bien coupé, mais il tombait différemment sur lui maintenant, comme un costume qui ne lui allait plus. Thérèse. Il s'est arrêté à quelques mètres, comme s'il ne savait pas s'il avait le droit de s'approcher plus près. Merci d'avoir accepté de me voir. J'ai hoché la tête. Tu voulais parler. Parler. Il a regardé autour du jardin, les roses et les pivoines et les parterres de légumes, la fontaine que j'avais réparée et le chemin que j'avais repavé. Tu as fait un travail magnifique ici. Ta grand-mère serait fière. C'est grâce à elle que j'ai pu le faire. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Je le sais maintenant. Il a pris une inspiration. J'avais tort, Thérèse. Sur tout. Sur toi, sur ta grand-mère, sur le trust, sur la façon dont je t'ai traité toute ta vie. J'avais tort, et je suis désolé. Les mots ont atterri quelque part au fond de moi, à un endroit que je croyais engourdi. J'avais attendu 33 ans pour les entendre. J'avais cessé de croire qu'ils viendraient un jour. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi pas avant? Parce que j'avais peur. À voix s'est brisée.
Peur d'admettre que j'avais tort. Peur de perdre le contrôle. Peur que si je reconnaissais ta valeur, je devrais reconnaître à quel point je t'avais laissé tomber. C'était plus facile de continuer à croire ma propre histoire. Celle où j'étais le bon père et toi le problème. Il m'a regardé avec des yeux humides. Mais je ne suis pas le bon père. Je ne l'ai jamais été. Et tu n'as jamais été le problème. C'était moi. J'ai passé cette dernière année seul, vraiment seul pour la première fois de ma vie et j'ai dû faire face à ce que j'ai fait. À ta mère, à toi, à ta grand-mère. Je ne peux pas le défaire. Je ne peux pas le réparer. Mais je peux te dire la vérité. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai regardé mon père. Cet homme qui avait pris tant de place dans mon enfance, qui avait semblé être une force de la nature, immuable et éternelle. Il n'était plus qu'une personne maintenant, imparfaite et brisée et enfin honnête. Merci d'avoir dit ça, ai-je dit. Ça signifie quelque chose. Mais ça ne répare pas tout. Je sais. Il a essuyé ses yeux. Je ne demande pas le pardon. Je demande une chance, une petite, d'être dans ta vie, quelle que soit la façon dont tu m'accepteras. À tes conditions, toujours à tes conditions. J'ai pensé à ma grand-mère, à sa patience, aux années qu'elle avait attendu le bon moment. J'ai pensé au jardin, à la façon dont les choses poussaient lentement, les racines d'abord, puis les tiges, puis les feuilles, puis les fleurs. Rien de bon n'arrivait vite. Je ne peux rien promettre, ai-je dit. Il a hoché la tête, le soulagement et la gratitude se lisant sur son visage. Je comprends. Je respecterai toutes les limites que tu fixeras. Nous sommes restés dans le jardin pendant un long moment, sans parler, juste à être là. Le soleil montait plus haut, réchauffant les fleurs, réchauffant le sol, réchauffant quelque chose entre nous qui avait été gelé pendant des décennies. Quand il est parti, redescendant le chemin que j'avais construit, je l'ai regardé s'éloigner et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas le pardon, pas encore. Mais le début de quelque chose, une graine plantée dans un bon sol, attendant le printemps. 2 ans ont passé. 2 ans de reconstruction lente et prudente. 2 ans de limite et de patience et du genre de croissance qu'on ne peut pas précipiter. Mon père venait au jardin un samedi sur 2. Nous marchions ensemble et il posait des questions, de vraies questions sur mon travail, ma vie et mes projets. Il écoutait les réponses. Il n'interrompait pas, ne corrigeait pas, n'offrait pas de conseils non sollicités. Il écoutait simplement. C'était une si petite chose et cela signifiait tout. Valérie venait une fois par mois. Nous n'étions pas sœurs comme nous aurions dû l'être. Pas encore. Mais nous étions quelque chose. Nous pouvions nous asseoir ensemble sans que la vieille tension ne s'enroule dans l'air entre nous. Nous pouvions parler de choses neutres, de choses sûres, et occasionnellement, prudemment, du passé. Ma mère venait tous les dimanches sans faute. Elle était devenue une personne différente dans les années qui ont suivi le divorce. Plus forte, plus présente, plus elle-même. Elle riait maintenant, riait sincèrement d'une manière que je n'avais jamais entendue en grandissant. Elle racontait des histoires sur sa propre enfance, sur la femme qu'elle avait été avant mon père, sur le rêve qu'elle avait mis de côté et qu'elle reprenait lentement, timidement. Le jardin s'épanouissait. Les jardins des Aubépines, mon entreprise, a grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. J'avais 6 employés maintenant, une liste d'attente de clients, et une réputation qui dépassait la ville. J'étais invité à parler lors de conférences, à juger des concours de design, à contribuer à des publications que je lisais autrefois en tant qu'étudiante. Mais la chose qui comptait le plus, la chose à laquelle je revenais chaque soir, c'était le jardin derrière la maison. Le jardin de ma grand-mère, mon jardin, l'endroit où j'avais appris à être patiente, à faire confiance au processus, à croire que les racines pousseraient et que les fleurs éclorraient si je continuais simplement à me montrer. Au printemps de la 3e année, j'ai reçu un prix. L'Association des paysagistes de France m'a nommé designer émergente de l'année. La cérémonie a eu lieu dans un hôtel du centre-ville, tenue de soirée, 300 personnes. Le genre d'événement auquel ma famille n'aurait autrefois assisté que pour Valérie. Je les ai tous invités. Ma mère, mon père, Valérie, Damien, mes tantes, oncles et cousins. Je ne savais pas qui viendrait. Je ne savais pas s'ils s'assieraient ensemble ou séparément, s'ils se parleraient ou feraient semblant de ne pas se voir. Je savais juste que je les voulais là, dans le public,
me regardant recevoir quelque chose que j'avais mérité. Le soir de la cérémonie, je me tenais en coulisses dans une robe que j'avais achetée pour l'occasion. Vert profond, la couleur des nouvelles feuilles au printemps. Mes mains tremblaient. Manon, qui était venue en tant qu'assistante et amie, m'a serré le bras et m'a dit que tout irait bien. Sois juste toi-même, a-t-elle dit. C'est pour ça que tu es là. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai marché sur la scène devant 300 personnes. Les lumières étaient vives, trop vives pour voir clairement le public, mais je pouvais distinguer des formes, des visages, les premiers rangs où ma famille était assise. J'ai accepté le prix, une sculpture en cristal lourde qui captait la lumière et projetait des arcs-en-ciel sur la scène. Je me suis avancé vers le micro et j'ai regardé la foule. Merci, ai-je dit. Je ne suis pas arrivé ici seul. J'ai eu de l'aide. J'ai eu des gens qui croyaient en moi avant que je ne croie en moi-même. J'ai regardé vers le premier rang où je pouvais juste distinguer le visage de ma mère mouillé de larmes. Ma grand-mère était l'une de ces personnes. Elle m'a laissé plus que de l'argent et une maison. Elle m'a laissé la preuve que j'étais vu, que je comptais, que je valais la peine qu'on investisse en moi. Ce cadeau a changé ma vie. J'ai fait une pause, me ressaisissant. J'ai aussi eu des gens qui ne croyaient pas en moi. Des gens qui m'ont dit directement et indirectement que je n'étais pas assez, que je ne serais jamais assez. Je pensais qu'ils avaient raison. Je pensais que mon travail était de me faire petite, de prendre moins de place, d'accepter les miettes d'attention et d'affection qui venaient vers moi. La foule était silencieuse, écoutant. J'avais tort. Je n'ai jamais été le problème. Le problème était un système familial qui apprenait à certains d'entre nous que nous étions en or et à d'autres que nous étions invisibles. Il m'a fallu 32 ans pour apprendre ça. Il a fallu tout perdre pour me trouver. J'ai regardé le public, les formes que je ne pouvais pas tout à fait voir, les gens qui étaient venus me célébrer. J'apprends encore. Chaque jour, j'apprends. Mais je sais ceci maintenant, je suis assez. J'ai toujours été assez. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui se sent invisible, qui a l'impression de ne pas compter, qui a l'impression qu'il ne sera jamais vu, je veux que vous m'entendiez. Vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Ne laissez personne vous dire le contraire. Les applaudissements ont été tonitruants. Je suis resté là, tenant mon prix, et je les ai laissés me submerger. Après, dans la salle de réception, ma famille m'a trouvé. Ma mère m'a serré dans ses bras la première, fort et farouchement. Je suis si fière de toi, a-t-elle chuchoté. Ta grand-mère serait si fière. Mon père se tenait derrière elle, maladroit et incertain. Quand ma mère a reculé, il s'est approché lentement comme s'il s'approchait de quelque chose de sacré. Thérèse, a-t-il dit, c'était magnifique. Tu es magnifique. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. J'ai regardé mon père, cet homme qui avait causé tant de douleur, qui avait passé tant d'années aveugle à ma valeur. Il essayait. C'était tout ce que je pouvais demander. Merci d'être venu, ai-je dit. Valérie est apparue à son coude. Elle pleurait. De vraies larmes, pas le genre performatif qu'elle avait porté pendant tant d'années. Je suis si fière de toi, a-t-elle dit. Je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais je le suis. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Tu as le droit. Nous y travaillons. C'est ce qui compte. Damien est apparu avec une coupe de champagne pour chacun de nous. Ma mère a ri, ce rire sincère que j'avais appris à aimer. Mon père se tenait sur le côté, regardant, apprenant sa nouvelle place dans cette famille qui se reconstruisait lentement, douloureusement, magnifiquement. Et au centre de tout cela, je me tenais avec mon prix, mes proches et ma vie. Enfin, pleinement, complètement la mienne. Cela fait 5 ans que j'ai quitté ce dîner de Noël. 5 ans que ma sœur m'a mise au défi de disparaître et que j'ai accepté son défi. 5 ans que j'ai appris que je n'étais pas invisible, que je n'avais jamais été invisible, que je m'étais juste tenu sous la mauvaise lumière. J'ai 37 ans maintenant. Les jardins des Aubépines emploient 12 personnes et a un bureau dans un entrepôt converti dans le quartier des Arts. Nous concevons des paysages pour des maisons, des entreprises et des espaces publics. Créant de la beauté dans des endroits qui avaient oublié qu'ils pouvaient être beaux. Je fais encore le travail moi-même parfois. Mettre mes mains dans la terre. Me rappeler pourquoi j'ai commencé. Le jardin derrière la maison de la rue des Aubépines est célèbre dans le quartier.
Les gens passent juste pour le regarder, pour voir ce qui fleurit, pour apercevoir la femme qui l'entretient. Cela ne me dérange pas. J'aime savoir que la beauté que ma grand-mère a plantée continue de grandir, de se répandre, de toucher des gens qu'elle n'a jamais rencontrés. Ma mère vient tous les dimanches, comme toujours. Elle a les cheveux gris maintenant, des rides de rire et un petit appartement à elle où elle peint des aquarelles et accueille des réunions de club de lecture. Elle me dit qu'elle est plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été. Je la crois. Mon père vient un samedi sur 2. Il s'est adouci d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Il fait du bénévolat dans un jardin communautaire, apprenant aux enfants comment planter des légumes, comment être patient, comment regarder les choses pousser. Il me dit que c'est le travail le plus significatif qu'il ait jamais fait. Je le crois aussi. Valérie et moi dînons ensemble une fois par mois. Nous ne sommes pas proches comme certaines sœurs le sont, celles qui finissent les phrases de l'autre et partagent leurs vêtements. Mais nous sommes quelque chose. Nous apprenons. Elle me parle de son travail, de son mariage, de ses luttes. J'écoute. Je lui parle des miens. Elle écoute en retour. Ce n'est pas parfait. C'est réel. Damien est toujours mon cousin préféré. Il vient au jardin les week-ends d'été avec ses enfants, maintenant assez grands pour aider au désherbage. Il m'appelle tante Thérèse et pose des questions sans fin sur les plantes. Je réponds à tout, me souvenant d'un autre jardin, d'un autre professeur, d'une autre fille apprenant à grandir. Les lettres de ma grand-mère sont toujours dans mon tiroir, usées à force d'être lues. Je les sors parfois lors de soirées calmes et je les relis. Les mots ne changent jamais, mais moi si. Chaque fois que je les lis, je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a grandi un peu plus, appris un peu plus, et devenu un peu plus elle-même. Je sais maintenant ce que ma grand-mère essayait de me dire. Ce n'était pas à propos de l'argent. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait d'être vu. Il s'agissait d'avoir quelqu'un dans son coin, quelqu'un qui croyait en vous si complètement qu'il planifiait votre avenir même quand il ne serait plus là pour le voir. Il s'agissait d'héritage, pas de richesse, mais d'amour. Le jardin m'a appris que les racines poussent profondément, invisibles pendant des années avant que la première fleur n'apparaisse. Le travail se fait dans l'obscurité, dans le silence, dans l'accumulation patiente de force. Et puis un jour, sans avertissement, la floraison arrive et tous ceux qui la voient pensent que c'est arrivé du jour au lendemain. Ils ne savent pas les années de préparation, les soins silencieux, la foi que quelque chose de beau arrivait. C'est ce que ma grand-mère m'a donné. Pas de l'argent. De la foi. La foi que je valais la peine d'attendre. La foi que je fleurirais quand je serais prête. La foi que le jardin prospérerait si je continuais simplement à l'entretenir. Elle avait raison. Le jardin prospère. Je prospère. Et chaque fois que je franchis le portail, chaque fois que je vois les roses, les pivoines et les légumes que j'ai plantés de mes propres mains, je pense à elle. Je pense à la femme qui m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. Je pense à l'héritage qu'elle a laissé non pas en euros, mais en terre, en croissance et en ce travail patient de devenir soi-même.